très heureux, très honoré d'accueillir Maria Franca Spallanzani, donc de l'Université de Bologne, dont les travaux nous sont connus de tous. Peut-être que les deux principaux peut-être sont cet ouvrage de référence, L'arbre et le labyrinthe, sur les réceptions de Descartes au XVIIIe siècle, chez les encyclopédistes, mais même de manière, en fait, c'est un ouvrage qui rayonne beaucoup plus largement que sur ce corpus qui est déjà monumental, et qui nous donne aussi des outils méthodologiques précieux pour penser les réceptions et pour envisager toutes les possibilités ouvertes par le texte cartésien. Et puis cet ouvrage qui vient le compléter, heureusement, donc chez Vrin, sur Descartes, qui nous propose un Descartes savant, amateur d'expérience, et qui nous ouvre tout un pan de recherche et de réflexion sur les relations justement entre cartésianisme et, pour le dire de manière un peu générale, philosophie empirique. Donc un Descartes assez différent du Descartes de Victor Cousin et d'autres qui ont essentiellement finalement mis l'accent sur la dimension métaphysique et pour certains parfois théologique aussi de son travail. Donc on est très heureux de l'entendre aujourd'hui sur un sujet plus heuristique encore, portant sur le cas évidemment de Descartes. C'est la raison pour laquelle j'insistais sur ces deux ouvrages. Il y a d'autres travaux de Maria Franca, sur Blumenberg aussi, je crois, actuellement. Oui. Et là, donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour une conférence qui va porter sur l'histoire de la philosophie. Le titre exact est « L'histoire de la philosophie entre l'ordre du temps et l'ordre de la vérité ». Le cas de Descartes. Avant tout, mes remerciements infinis pour avoir été invité dans cette école avec tout son prestige. Mes remerciements à Delphine qui a bien voulu me donner parole sur un sujet qui est au cœur de mes recherches, l'histoire de la philosophie, et à tous les collègues et les amis qui ont accepté de discuter avec moi de ce sujet disons, à la fois théorique et à la fois méthodologique qui nous engage dans notre travail quotidien aussi, et donc une réflexion qui est aussi de nos recherches. Je m'excuse de toutes les fautes, de toutes les erreurs, de toutes les coquilles que j'ai laissées dans le plan que j'ai envoyé, qui a été rédigé en toute hâte, et donc, et voilà. C'est une rhétorique de la présentation qui est toutefois très sincère, parce qu'en fait, et les remerciements sont très vifs, et les excuses sont très pertinentes. Bon, l'histoire de la philosophie entre l'ordre du temps et l'ordre de la vérité, le cas de Descartes. J'ai publié il y a un an, je crois, un article sur une revue italienne qui s'appelle Storiographia sur ce sujet, et j'ai réfléchi à cette occasion avec les autres collègues. Et donc ça, c'est une sorte de paratexte et de hypertexte par rapport à ce texte que j'ai déjà publié, parce que la réflexion sur le thème de la philosophie tient vraiment, non seulement, c'est pas seulement un problème théorique, mais c'est aussi un problème pratique de tous ceux qui, entre nous, se déclarent historiens de la philosophie et qui refusent, d'une façon assez, disons, même parfois un peu, disons, ironique, d'être appelés philosophes. Et donc, c'est une longue histoire, longue et compliquée que celle de l'histoire de la philosophie. Une discipline elle-même complexe et débattue dans son passé, comme à nos jours, la bibliographie sur ce sujet est immense. Une discipline au statut catégoriel, en tension entre l'ordre temporel de l'histoire et l'ordre rationnel de la philosophie, et à la méthodologie discutée
entre l'étude philologique des textes, l'analyse historico-philosophique des ouvrages des différents philosophes, l'examen interne de la conceptualité des textes et la recherche contextualiste des réseaux des idées. Entre l'épistémologie de la démonstration, l'herméneutique de l'interprétation, selon Rorty par exemple, et la sémantique des systèmes des images, selon Blumenberg. Une discipline livrée à différents genres littéraires, de l'essai au compendium, de la monographie au traité, du manuel à l'épitomée, de la biographie à l'histoire universelle, de la doxographie à l'histoire conceptuelle. Rorty analyse 4 genres, mais les genres dans cet ouvrage Philosophy in History, mais les genres sont vraiment multiples. Et à l'écriture mélangée entre narration, description, analyse, énonciation, démonstration et critique, et aux frontières ouvertes, dans les dialogues avec la culture de son temps et les différentes formes de communication, avec la philosophie et la religion, les sciences et les techniques, l'herméneutique et la rhétorique, l'histoire des idées, l'histoire intellectuelle, mais aussi avec elle-même et avec sa propre tradition. Une discipline à la légitimité souvent même discutée, parfois réduite au catalogue des isosthénies d'une philosophie arrogante et oublieuse de ses limites, un recueil, écrit Bell, qui sera une leçon continue de mépris de moi-même, qui a été ramené plutôt à la propédeutique, à l'enseignement et à la thérapeutique d'une philosophie vigilante. Sur ces objets, Montaigne enseigne, sur ces concepts, Condillac enseigne, sur son langage, la philosophie analytique nous enseigne. Parfois identifiée à la philosophie elle-même, engagée, selon Hegel, à corriger les opinions vulgaires relatives à son statut méthodologique, parfois au contraire distante, sinon insensible à la philosophie elle-même, la rencontre avec la philosophie ne se donnant qu'avec l'analyse de ses problèmes et de son langage, Wittgenstein enseigne, mais pas avec la narration de ses récits, la philosophie n'étant pas, pour les analytiques, une science historique, pas même sous la forme d'une science de sa propre histoire. Une discipline, en somme, au caractère problématique, sinon antinomique, et à la légitimité controversée, sinon refusée. Caractérisée comme elle l'est par la tension essentielle entre la restauration de l'histoire et la déduction critique, entre la prétendue intemporalité et universalité des idées philosophiques et la temporalité et l'idée concrète des ouvrages et l'identité concrète des ouvrages de philosophie, entre la généralité des problèmes philosophiques et la singularité des solutions théoriques et méthodologiques, entre l'étude monographique des textes des différents auteurs et l'étude des contextes. Bien sûr, c'est relativement selon la célèbre distinction de Quentin Skinner, la recherche des généalogies historiques ou idéales, selon la définition de Pierre Ganancia, et la lecture relationnelle des thèmes communs, par exemple dans la définition de Frédéric Worms, entre l'histoire des philosophes, vous voyez, l'histoire de leurs différentes controverses et l'histoire des questions philosophiques dans Garber, entre l'histoire des problèmes, Émile Breillet, et l'histoire des systèmes, Bouvresse, Jacques Bouvresse. Selon cette distinction qu'il pose dans ses cours qu'il a tenus au Collège de France en 2007-2008. La discussion de clôture du colloque philosophique de Royaumont consacré à Descartes
avec toute cette discussion dédiée au statut et aux méthodes de l'histoire de la philosophie. Avec cette opposition profonde entre la position de Alquier d'un accès privilégié à l'histoire de la philosophie par la métaphysique et les positions de Guéroult en défense d'un accès structuraliste selon l'ordre des raisons. Le débat soulevé par la ainsi dite Cambridge School à la suite de l'article séminal de Quentin Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas de 1969, débat qui, contre tout réductionnisme et tout finalisme de l'histoire de la philosophie, avait défini les caractères d'une histoire intellectuelle contextualisante sans être déterministe et conceptualisante sans être normative. La reprise de ce débat dans le volume Philosophy and History avec les articles de McIntyre sur la souveraineté de l'histoire de la philosophie sur le reste de la discipline et de Charles Taylor sur les 4 genres de l'histoire de la philosophie, Rational and Historical Reconstruction, Geist, Geschichte, Doxographie et Histoire intellectuelle, ainsi que la reprise de ce débat dans la Essex School, rejet du finalisme, éclectisme, préférence pour les études empiriques dans le volume de 2000. Enfin, en Italie, le 33e congrès national 1998 de la Società Italiana di Filosofia sur la transmission de la philosophie dans la forme historique qui a investi le problème de la relation entre histoire de la philosophie, histoire de la culture et histoire des idées, avec tous les problèmes, avec tous les soupçons qu'en Italie, l'histoire des idées a soulevé, jusqu'au débat contemporain entre les ainsi dites appropriationnistes théoriciens de la possibilité, voire de la nécessité d'une réactivation des arguments et des théories philosophiques du passé dans les philosophies contemporaines et les ainsi dits contextualistes défenseurs d'une méthode qui préserve la spécificité historique des auteurs, les mettant en dialogue avec la tradition et la culture de leur propre temps, ont relancé depuis quelques années les enjeux conceptuels de l'histoire de la philosophie et ces dilemmes méthodologiques, selon l'expression de McIntyre, entre une histoire de la philosophie qui fait du passé une partie intégrante et importante de son présent, avec tous les risques d'anachronisme implicite, et une histoire de la philosophie qui préserve le passé de la philosophie comme tel, avec tous les risques de sa monumentalisation, sinon muséification, entre Scylla et Charybde, comme selon la belle formule de Morgens. Ce débat, le débat théorique et méthodologique sur les statuts et les méthodes de l'histoire de la philosophie, est très ancienne. Et il remonte à l'origine de l'histoire même de cette discipline. Une longue histoire. Une histoire enracinée dans la pensée de l'humanisme de la Renaissance et consolidée dans la première moitié du XVIIIe siècle, les Acta Philosophorum de Christoph August Eumann, la première revue scientifique spécialisée dans ce domaine, sont de 1715. L'histoire critique de la philosophie, où l'on traite de son origine, de ses progrès, etc., de André-François Bourreau-des-Landes est datée de 1737. L'imposante Historia Critica Philosophiae de Jacob Brucker paraît en 5 volumes entre 1742 et 1744. Selon Tullio Gregori, ça c'est l'unique histoire de la philosophie
puisse être considérée comme telle. Donc je suis une élève de Tullio Gregori, donc j'ai dû travailler longuement sur cette histoire de la philosophie. Donc, disons, cette discipline se consolide d'une certaine façon dans la première moitié du XVIIIe siècle, lorsque la philosophie devient consciemment l'objet de sa propre histoire, et l'histoire de la philosophie s'impose comme une discipline autonome, se transformant en texte aussi dans l'œuvre des divers auteurs. Mais même si elle ne se définit pas sous le signe d'une identité disciplinaire unique et n'offre pas de règles théoriques et méthodologiques universellement reconnues et acceptées, elle reste néanmoins tributaire des changements qui s'opèrent dans les théories de la philosophie elle-même, comme dans les différentes conceptions de l'histoire. Donc, Dan Gardner aurait quelque chose à dire au-dessus, mais on pourra en discuter. Et donc, avec une érudition somptueuse, Brooker a tracé parmi les philosophes du passé le fil rouge d'une histoire de la vérité, au nom d'un rationalisme critique pour aboutir, en vertu d'une méthode critique et comparative, en forme d'éclectisme philosophique capable de choisir les meilleures des diverses doctrines et de favoriser ainsi le progrès de la raison au-delà de la pluralité et même des erreurs de ces formes historiques. Diderot en fera un grand usage dans l'histoire de la philosophie écrite pour l'encyclopédie, dans sa recherche passionnée d'une identité philosophique qu'un philosophe, il trouve dans la philosophie des anciennes et des modernes et qu'il défend en utilisant les meilleurs sujets sous le drapeau de la liberté de philosopher, montrant aussi toutefois les difficultés des divers systèmes dans le chemin tortueux de l'histoire de l'esprit humain. Et déjà donc le chiasme entre vérité et histoire est au cœur de cette enquête que Diderot mène dans l'encyclopédie sur l'histoire de la philosophie. Et donc, quelques exemples de cet enjeu entre philosophie et histoire de la philosophie. Et donc, des exemples choisis un peu, disons, par échelle. Pour Kant, protagoniste mais également interprète et héritier des Lumières, l'histoire de la philosophie est une histoire philosophante. Elle est engagée dans la recherche de la genèse transcendantale des différentes théories au-delà de leur genèse empirique, visant à remplacer l'ordre chronologique des livres et la narration des faits de l'histoire par l'ordre naturel des idées. Fait de la raison, facta de la raison, écrivait-il, se manifestant ainsi dans sa vérité comme histoire de l'utilisation de la raison. Pour Hegel, encore, l'histoire de la philosophie est une histoire philosophique, visant à surmonter la contradiction interne entre l'éternité et l'unité de la vérité de la philosophie et l'histoire extérieure de ces doctrines. Et c'est justement la philosophie, selon la leçon hegelienne, qui pourrait et devrait inclure son histoire dans son processus historique réel, processus qui n'a rien d'accidentel ou de contingent, mais qui est nécessaire et essentiel. Ces processus réalisent en fait au plus haut degré dans l'unité théorique, c'est-à-dire se réalise en fait au plus haut degré dans l'unité théorique, c'est-à-dire de la philosophie ultime, terme et fin de toutes les autres, saisissant ainsi la nécessité intime de la succession temporelle des différents systèmes et l'identité de leur processus par la déduction des déterminations conceptuelles de l'idée. Jean-Marie de Gerondeau a parlé, au contraire, d'une histoire comparée
des systèmes de philosophie. Donc il a rédigé un tableau historique sur le modèle des sciences de la nature, avec une attention portée aux vrais principes de la connaissance et aux causes plus générales du chemin de l'esprit humain. Et c'est dans la perspective d'une solution possible à travers la carte géographique de leurs découvertes et de leurs erreurs, des problèmes de l'entendement humain, pour en tirer ainsi la règle d'un meilleur régime pour notre esprit. Mais enfin, Victor Cousin vint, proposant une théorie de la philosophie appuyée et guidée par cet esprit éclectique éclairé, qui voulait lire dans un développement naturel les différents systèmes de sensualisme, d'idéalisme, de scepticisme et de mysticisme en tant que production de l'esprit humain connectées entre elles par la réflexion et dérivant toutes de la même racine de la psychologie. Selon Cousin, en fait, toutes les doctrines font référence à la psychologie, la lumière de l'histoire de la philosophie, une doctrine favorable à la sainte cause de la spiritualité et de la liberté de l'âme. Et en cela, écrivait-il, métaphysique, philosophie et psychologie s'identifient. Le XXe siècle a proposé de nouveaux modèles d'histoire de la philosophie profondément enracinés dans les traditions culturelles nationales et a expérimenté de nouvelles méthodes d'approche aux textes et aux auteurs, discutant avec les sciences et les disciplines de frontières et s'ouvrant ainsi à leurs contributions doctrinales et compliquant ainsi les théories philosophiques. Quelques exemples. Je pense que les traditions culturelles nationales comptent beaucoup dans l'écriture de l'histoire de la philosophie. Étant italienne, je vois vraiment lisant les histoires de la philosophie, lisant la bibliographie, j'entends vraiment les traditions qui sont derrière les écritures de l'histoire de la philosophie. En Allemagne, Ansgar Sir, que j'aime beaucoup, écrit l'histoire de la philosophie comme histoire de la théorie de la connaissance. À la suite des traces du néo-kantisme de Marbourg, il l'a reconstruit dans une unité dynamique, examinant dans son ensemble le développement historique de la pensée philosophique et scientifique moderne comme affirmation progressive de l'idéalisme critique. Kant, étant l'héritier du passé, auteur d'une philosophie critique qui réalise et achève une longue série de solutions gnoséologiques partielles élaborées depuis la Renaissance par les différentes philosophes, comme des stades presque embryonnaires de la maturation et de la préparation de la philosophie critique elle-même, et en même temps étant l'anticipateur du futur en tant que théoricien de ces critères épistémologiques et de la fonction de ces schémas de pensée que la science einsteinienne aurait reconnu comme siens. En Italie, on a assisté à une césure en 1945 avec la tradition, après la guerre, autour de la guerre et après la guerre, avec la tradition idéaliste de Croce et de Gentile. À la grande synthèse, Eugenio Garan protagoniste, entre autres, et Mario Daltra et Paolo Rossi, protagonistes de ces débats. À la grande synthèse philosophique de Giovanni Gentile, pour qui l'histoire de la philosophie dans l'histoire de la philosophie se résume toute l'histoire de l'humanité, dans un cercle vertueux entre philosophie et histoire. Nos programmes de lycée, qui sont encore les programmes de Giovanni Gentile,
suprême qui remonte à cette tradition, font de l'histoire de la philosophie le centre des derniers 3 ans de lycée. La première année consacrée à l'histoire de la philosophie dès l'origine jusqu'à la Renaissance. La deuxième année de Descartes à Hegel, la troisième année de Hegel jusqu'à nos jours, avec des lectures des textes. Quant à mon expérience, la première année, j'avais lu, donc j'avais 15 ans, j'avais lu une anthologie des Énéades de Plotin. Vous imaginez avec combien de réactions. La deuxième année, heureusement, le discours de la méthode. Troisième année, Hegel, phénoménologie de l'esprit. Bah oui, j'avais 18 ans, donc j'étais déjà plus. Mais je dois dire que notre formation historico-philosophie est très solide, en général est très solide à cause de cette décision. Enfin, pour nous, au lycée, et pendant longtemps, la philosophie a été l'histoire de la philosophie. Donc, enfin, on a découvert d'autres choses, mais bon, mais on avait bien commencé. Eugenio Guérin, donc, a cette synthèse philosophique de Giovanni Gentile, oppose une histoire historique de la philosophie qui revendique son indépendance par rapport aux options de nature théorique qui peuvent en quelque sorte modaliser le caractère concret de l'histoire de la pensée dans une philosophie abstraite de l'histoire. En effet, la philosophie, pour Guérin, est un savoir historique, et le travail historiographique est une réflexion sur le concret, habitus, de toute réflexion philosophique authentique, selon Guérin, qui a défendu contre les mauvaises preuves d'une historiographie idéaliste, insouciante du contexte historique et des textes, mais aussi contre une certaine mauvaise histoire des idées, proche de l'idéalisme, pour le manque d'attention accordée à la cohérence historique des idées. Donc, donc un grand débat sur l'histoire, disons, culturelle, intellectuelle et l'histoire des idées en Italie. Par exemple, à ces soupçons de Guérin, de Pietro Piovani, Paolo Rossi, en 1999, a souligné au contraire les relations positives et l'influence bénéfique de l'histoire des idées. Une histoire des idées entendue au sens large d'une histoire culturelle, pouvant contribuer à offrir à l'histoire de la philosophie à la recherche des liens entre les diverses doctrines philosophiques et les contextes culturels plus larges, l'histoire des sciences, la littérature, l'histoire des arts, etc. Plusieurs initiatives à ce débat, par exemple la fondation d'une revue qui s'appelle Intersezioni, se déclare comme rivista di storia delle idee, un séminaire international en 1987 et la revue Lexicon Philosophicum, International Journal for the History of Text and Ideas, publiée depuis 2013 par le lexique intellectuel européen de Rome, qui s'ouvre avec une interview de Tullio Gregoli, qui souligne l'importance des vocabulaires et de l'histoire de la terminologie des cultures philosophiques et scientifiques, soit pour l'histoire de la philosophie, soit pour l'histoire des idées. Une histoire des idées, comme disait-il, des idées incarnées, comme il tenait à souligner, non sans quelques critiques de l'histoire désincarnée des idées, car les idées marchent, écrit-il, avec la tête des hommes, et les hommes s'expriment avec des gestes, des mots, des signes, et les signes linguistiques, c'est sans aucun doute
l'une des premières et des plus importantes expressions d'expérience d'idées. Je voudrais citer aussi la contribution de Mario Dalpra, pour lequel l'histoire de la philosophie est un engagement aussi civil et militant et politique. C'est ce qu'il montre, par exemple, dans son texte consacré à Hume, lorsqu'il souligne contre, disons, une certaine attitude d'un positivisme largement défendu aussi en Italie, le rôle du sujet dans la construction de la philosophie humienne. C'est ce qui a été aussi un engagement, disons, à la première personne dans l'histoire de la philosophie, comme, disons, comme réévaluation du rôle du sujet dans la philosophie même empirique. Enfin, en France, en Italie, bon, les débats continuent sur ce sujet. Il y a eu un numéro de la rivista di storia della filosofia fondée par Dalpra, consacré à ce problème de l'historiographie philosophique. Et récemment, on a publié un numéro monographique de la revue Storiographia sur ce débat. Bon, en France, bon, mes études de philosophie française sont plutôt sur Descartes, donc mon spectre sera concentré plutôt sur les débats classiques, disons, sur les auteurs classiques, sur les interprètes classiques, Guéroult, Gouillet, Gontier et Alquier, sur la philosophie cartésienne. Et donc cette relation entre philosophie et histoire de la philosophie est très relevante. Selon Gouillet, en fait, c'est une phénoménologie de l'esprit philosophique qui doit inspirer une histoire de la philosophie capable d'intégrer la référence au texte des différents philosophes dans une étude globale de leur pensée. Une histoire de la philosophie qui se définit plutôt comme une histoire des philosophies, le pluriel est essentiel, pour éviter le danger de saisir et dessiner la vie des idées au-delà des philosophies, aboutissant à une philosophie de l'histoire. Se configurant de telle façon comme un ensemble d'expériences philosophiques, cette histoire des philosophies restitue la richesse des expériences philosophiques offertes par l'histoire des philosophes, contribuant aussi à reconstruire l'unité de leur vision du monde, cette unité profonde d'inspiration à partir de laquelle, écrit Gouillet, toute philosophie commence. Il l'a montré dans ses études sur Descartes, études qui ont fait école. Dans ces études, contre la solidification scolaire de sa pensée dans un système, contre la dissolution littéraire de la pensée cartésienne en thème symbolique, contre les interprétations psychologiques qui ramènent tout à la biographie du personnage, et contre toute philosophie de l'histoire de la philosophie, le dialogue avec Guéroult est évident, Gouillet définit pour l'historienne des idées un rôle analogue à celui de l'historienne de l'art, qui ne parle pas pour être entendu, mais pour montrer. Ainsi, mon lecteur, écrivait-il, ne cessera pas, à travers mon livre, d'être le lecteur de Descartes, l'observateur de la présence continuelle d'un univers dans un esprit. La relation problématique entre philosophie et histoire de la philosophie est d'ailleurs au cœur de la pensée de Martial Guéroult, pour lequel la philosophie de l'histoire de la philosophie est une des formes de la dianoématique qui, à partir des expériences philosophiques données dans l'histoire, s'élève
à théorie des critères et des conditions de possibilité de la philosophie elle-même. La philosophie est en fait pour Gellou non pas la série d'essences invariables présentes dans chaque système philosophique sous différentes formes, comme pour Gerson, ni l'intuition créatrice évoquée par Bergson, mais une représentation objective du monde réel, une intellection de la réalité, comme il l'appelait. Toute doctrine philosophique prétendant au sens et à la solidité en constitue une image, assumant ainsi les critères systématiques de la totalité et de l'unité interne. Une rencontre avec son propre passé et à la fois une recherche de la vérité. Proche de la philosophie de Kant et de l'idéalisme allemand, mais toujours dans une confrontation dialectique avec le positivisme et la pensée scientifique et dans un dialogue franc avec ses contemporaines, Gellou a traduit cette doctrine de la pensée philosophante comme pensée reproductrice du réel. À sa disposition une méthode historiographique, le soi-disant structuralisme philosophique, qui, combinant les instruments logiques et les éléments architecturaux, subordonne la compréhension des différents systèmes philosophiques trop liés à la subjectivité de l'interprétation, reproche Alquier, à leur explication correcte, basée sur une analyse objective des structures démonstratives et des formes qui les sous-tendent et constituent leur unité interne. Une explication correcte des différents systèmes philosophiques qui soit toutefois sensible à leur spécificité théorique et à leur détermination historique, capable donc de restituer leur succession temporelle, évitant ainsi la topique du scepticisme, mais aussi les risques d'un réductionnisme scientifique. Son livre de 1953, consacré à Descartes, ouvrage fondamental pour les études cartésiennes, et aussi pour la philosophie, à mon avis, avait mis à l'essai l'analyse des structures objectives sur les méditations cartésiennes et plus généralement sur l'ensemble du travail de Descartes, penseur de Greny, comme il l'a défini, qu'il a interprété comme un système unitaire fortement connecté en fonction de l'ordre des raisons. Et c'est précisément la découverte de cette structure de démonstration qui, selon Gellou, a permis à l'historien de la philosophie, technologiste des systèmes, de saisir le vrai Descartes, au-delà des diverses interprétations, et de suivre la constitution de son œuvre en monument de philosophie, qui émerge dans l'histoire, mais qui résiste au temps en raison de sa structure intellectuelle. C'est au contraire par la métaphysique de l'acte philosophique que, selon Alquier, proche de l'existentialisme, mais critique de ses fermetures dans l'immanence, se caractérise la relation verticale que la conscience philosophique entretient avec la transcendance comme éternité de la référence à l'être. Marquée par la séparation irrémédiable de l'être, chaque philosophie vit dans l'horizontalité du temps historique et dans la singularité de l'acte philosophique. Pour Alquier, la philosophie se révèle donc comme une connaissance paradoxale d'une absence, une connaissance rationnelle reconnue comme connaissance de l'objet et pensée d'objectivité, mais aussi comme expérience d'une rencontre accablante avec l'être qui est et reste absolument inobjectivable et transcendant. L'être n'est pas un objet, écrit-il. Il est évident et en même temps, il est absent. L'histoire de la philosophie retrouve cette tension métaphysique dans la pluralité des théories des philosophes et la lie dans les formes historiques singulières assumées par l'acte philosophique, à la fois discours rationnel caractérisé par les évidences
de la connaissance abstraite, à la fois expérience existentielle de la rencontre avec la transcendance. D'où la tâche de l'historienne appelée à interpréter les différentes philosophies historiques comme des expériences différentes de cette opposition, version singulière d'une sorte de dualisme kantien, phénomène-noumène, constitutif et fondateur de la philosophie elle-même, mais aussi convoqués à rendre compte de leur détermination historique et de leur diachronie. D'où sa méthode, qui rejette les interprétations psychologiques, les réductions existentielles, les explications causales de caractère historique ou sociologique, qui refuse la recherche des structures philosophiques des systèmes ouverts, telle la critique adressée par Alquier à Guéroult, pour analyser les concepts rationnels exprimés dans les œuvres philosophiques, l'attention portée aux différentes formes de leur élaboration historique, mais aussi pour suivre et comprendre ces chemins intellectuels transcendantaux qui, au fil du temps, ont conduit les philosophes à découvrir la transcendance. Des structures mentales, les avait-il appelées, composées de déterminations affectives, de tons et d'inspirations différentes, révélant les voies de la relation métaphysique singulière et unique que chaque philosophie entretienne avec l'être. Descartes, affirmait Alquier dans son travail magistral, La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, de 1950, tout comme la nostalgie de l'être, 1950, Descartes en avait offert le paradigme et la plus haute expression dans le Cogito de Meditationes, une expérience de l'évidence de la pensée et en même temps la découverte métaphysique de la réalité transcendante de l'infini. Le célèbre deuxième colloque philosophique de Royaumont, dédié à Descartes, a donné l'occasion d'une très grande confrontation, même d'un débat très vif entre Guéroult, Bouillet et Alquier, sur l'interprétation de la philosophie cartésienne, mais aussi plus généralement plus sur la conception même de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie de Descartes est en effet exemplaire de la complexité de la nature problématique de cette discipline que le philosophe de la méthode a toujours testé depuis sa première apparition publique, l'Arbatus. Malgré son refus d'une histoire, bon, dans les règles, il y a cette opposition nette entre l'histoire et la philosophie, même si dans la lettre à l'abbé Picot, il essaie de reconstituer la philosophie, l'histoire de la philosophie, sous le signe de la vérité, d'une vérité qui est plus ancienne que toutes les différentes histoires. Il existe en fait d'innombrables variations autour de son image, entre doctrine et vie, histoire et légende. D'innombrables interprétations de ses pensées écrites dans la temporalité de la recherche continue et à la fois conçues dans l'intemporalité de la recherche de la vérité, comme si Descartes était devenu, avec le temps, un véritable objet philosophique, non seulement un auteur, mais un objet philosophique permettant de tester l'histoire de la philosophie dans ses méthodes, dans les genres littéraires de son écriture et dans les voies de sa communication, pas moins que dans ses relations avec d'autres disciplines. En bref, avec ses traditions, ses concepts et son actualité. Figure décisive dans l'histoire de la pensée, investie de l'universalité toute particulière d'une vie consacrée à la recherche de la vérité, déjà dès son vivant, Descartes s'était imposé à la République de l'être un promoteur d'une culture nouvelle. Les contemporains de Descartes s'en étaient déjà aperçus, observateurs d'une vie philosophique mais sans éclat, témoins d'une inquiète carrière d'auteur et d'une aventure heureuse de la raison. Si les lettres de Guy de Balzac
consacre l'image de Descartes protagoniste de la philosophie entre le défi moderne d'une pensée originale à la première personne et les attitudes classiques d'une vie digne du sage des stoïques, celle de Huygens révèle une admiration authentique pour la philosophie cartésienne destinée à rendre la vue aux aveugles. Donc Voltaire va répéter dans les lettres philosophiques. Une philosophie aussi profonde et nouvelle dans ses théories qu'éclaire dans son expression, capable même d'opérer une heureuse métamorphose du lecteur, un acteur lui-même de la vérité. La philosophie a essayé de brosser le portrait de l'homme pour tenter de comprendre le philosophe. Un philosophe pour lequel la découverte du vrai engage tout le vécu de la conscience. La phénoménologie de l'esprit philosophique a retenu de lui l'image d'une pensée qui se déploie selon l'itinéraire exemplaire d'une âme à la recherche de la vérité. Henri Bouillet le présente dans sa jeunesse sous les traits de l'amateur curieux de lire dans les grands livres du monde et du savant enthousiaste d'une science admirable, et le décrit dans sa maturité comme un philosophe conscient de son rôle public, pour lequel l'activité philosophique et l'intérêt apologétique se doublent du problème rhétorique de la communication du savoir et de la défense de ses résultats. Figure contrastée d'auteurs proscrits et d'hommes exilés, mis à l'index en 1663 et soupçonné même de vouloir se passer de Dieu, dès son vivant, il fut accusé d'athéisme et de scepticisme par ses ennemis qui n'avaient pas hésité à l'assimiler à Damini. Idéalisé après sa mort comme un véritable chrétien dans la biographie officielle de Adrien Baillet, il fut par contre suspecté d'être proche des positions du jansénisme et même rapproché de Luther et de Calvin, hérétique de toute façon, pour l'auteur anonyme du recueil des pièces curieuses qui en 1684 condamnait la philosophie de Descartes comme contraire à l'orthodoxie catholique. Ce fut d'ailleurs une inquiétude partagée par toute l'apologétique du grand siècle, sur laquelle Johann Brucker insistait encore dans l'Historia Critica Philosophiae. Cartesius, an atheism autor. Et pour répondre à cette question si délicate, il n'hésitait pas à étaler le répertoire de son immense érudition en rappelant les arguments classiques de la querelle, à commencer par la condamnation du cartésianisme comme philosophie dangereuse pour la foi que Pierre Daniel Huet, Histoire de la philosophie cartésienne, avait lancée à la fin du XVIIe siècle, jusqu'aux discussions des universités allemandes autour des principes cartésiens qui paraissaient si proches du pyrrhonisme et du matérialisme, sinon de l'abominable spinozisme, comme d'ailleurs Leibniz avait affirmé dans la célèbre lettre publiée par Thomasius, Circa vitam et doctrinam Cartesi. Philosophe discuté, génie créateur dans ses décisions de refonte de la pensée, mais aussi homme de son temps, influencé par l'éducation et les savoirs de la tradition, Descartes fut introduit dans l'antichambre de la vérité par Leibniz, malgré toutes les critiques du philosophe de Leipzig à l'égard de sa méthode, de ses doctrines, de ses acteurs. L'anagramme de son nom latin qu'il avait diffusé est resté célèbre, Cartesius Sectarius. Philosophe de la liberté et de la clarté selon Malebranche, qui se voulait cartésien, même dans son opposition à Descartes, il fut accusé par contre d'avoir renouvelé l'esprit sectaire qui avait animé la scolastique, ayant préféré un système de raison à l'expérience des choses. Sceptique, masqué selon d'autres, selon ses adversaires, il faut au contraire un dogmatique sans remède, pour ses ennemis, un philosophe de papier.
Cartaceus Philosophus. Le jeu des mots sur son nom, latin Cartaceus Philosophus. Sinon, un habile imposteur dans l'ouvrage de Lentulus, sinon un habile imposteur incapable de faire passer comme nouvelles et originales les vieilles théories des anciennes et de débiter comme rationnelles les promesses usuelles et fumeuses d'une santé plus ferme, d'une vie plus commode et plus longue. Daniel Houet, Nouveau mémoire pour servir à l'histoire du cartésianisme. Lui, Descartes, mort à 54 ans. Les philosophes des Lumières s'opposent à l'image de Descartes de l'âme de Dieu, défendue par les théologiens, et ne manquent pas de mais ils ne manquent pas de critiquer, reprenant les mots mêmes de Voltaire, la théorie de l'innéisme des idées et les systèmes du monde, dont le temps et les progrès des sciences avaient fait justice. Mais, contre la stérilisation de sa pensée que l'orthodoxie religieuse avait opérée, et contre le portrait consolant un peu fade de la tradition académique, ils ne renoncèrent pas à exalter la figure de génie solitaire, d'esprit hardi et méprisant, qu'ils aimaient décrire injustement persécuté et exilé de la patrie hostile. Ainsi, selon les procédés tortueux d'une identification évidente et cachée à la fois, ils préféraient le décrire comme le maître de la raison et l'athlète du doute, et le citer comme l'auteur d'une révolution, malgré les affirmations de Descartes dans le discours de la méthode, aussi pacifique que radicale, à laquelle la postérité avait enfin rendu les honneurs légitimes. Pour Kant, au contraire, qui préfère célébrer les révolutions opérées par Bacon et Galilée et réalisées par Newton, Descartes n'est ni un héros ni un ancêtre. Il n'est souvent qu'une mention et ou une omission doxographique, une absence dans la liste des philosophes que dresse l'histoire de la raison pure. Une citation élogieuse de la logique pour les critères de la vérité, donc Kant reconnaît à Descartes l'introduction heureuse en philosophie. Le nom propre de la preuve ontologique, dont la critique de la raison pure démonte les arguments. Un objet de réfutation pour sa théorie de l'idéalisme problématique, dénoncé comme le scandale de la philosophie. Mais on sait bien que le cogito est la référence unique de la psychologie rationnelle, une inférence triviale, une tautologie, mais aussi un principe vrai pour Kant qu'il maintient dans la dialectique comme la seule certitude livrée par les sens internes, tout en soulignant les paralogismes qui accompagnent le passage de la substance pensante au passage à la substance pensante et la preuve supposée de l'immortalité, aux interprètes de mesurer la distance avec le vainqueur. Mais Descartes reste un signe d'identification et de contradiction aussi pour les siècles suivants, tiraillé entre tradition et modernité, philosophie et science, religion et hérésie, orgueil national et appel à l'université. À partir des années de la Révolution, l'intérêt pour Descartes s'élargit. À la suite de Voltaire et Rousseau, il est envisagé comme une sorte de héros de la liberté, d'une liberté qu'il aurait préparée de loin, mais dont il n'aurait pas connu l'avènement. Condorcet datait depuis Descartes la 9e époque du progrès de l'esprit humain et le célébrait non seulement comme le fondateur de la science moderne, mais aussi comme l'auteur d'une révolution aurorale de la raison. Mais c'est seulement au XIXe siècle en France que l'on assiste à une véritable renaissance cartésienne sous les signes de l'universalité de la philosophie et de l'esprit de la nation.
Symbole disputé entre philosophie et pouvoir et incarnation de l'esprit d'une nation naissante qui fonde ces nouvelles institutions cherchant ses pairs, le XIXe siècle désigne en fait une nouvelle figure toute française de la philosophie. En réalisant son propre passé dans la continuité avec la grande rénovation cartésienne, Victor Cousin théorise cette figure joignant l'ampleur de la réflexion historique et l'action institutionnelle, et consacre l'image d'un Descartes génie universel naturalisé à la nation française, un vrai révolutionnaire de la pensée, mais aussi un puissant législateur de la philosophie. Pour Cousin, éditeur de ses œuvres, Descartes est le philosophe de la découverte définitive d'un moi pensant complètement humain, le père de la philosophie moderne et le paladin du spiritualisme qui ouvre la rue royale pour entrer dans le temple de la foi. Pour Cousin, historien de la philosophie et théoricien de l'éclectisme philosophique, Descartes est l'ancêtre de la philosophie du sentiment intime et de l'empirisme psychologique, un des acteurs principaux de la régénération de la science intellectuelle et de la civilisation européenne. Pour Cousin, ministre de l'instruction publique, enfin, le système cartésien est une doctrine vraie pour la raison, saine pour la morale et utile à l'État. Tel était enfin, selon Francisque Bouillet, auteur de cette énorme histoire de la philosophie cartésienne en 1868, tel était le principe excellent d'un cartésianisme perpétuel. Toute la philosophie classique n'étant pour lui qu'un développement de la philosophie cartésienne et un long dialogue avec ses interprètes. J'ai encore un peu de temps, oui. Bon. Dilemme. Descartes mathématicien, Descartes observateur attentif des corps animaux, métaphysicien de l'âme et des dieux, théoricien du dualisme, d'un dualisme essentialiste, sur lequel nous avons beaucoup à discuter, philosophe conquise à la modernité, mais à la fois tributaire de la tradition. Descartes pose encore aujourd'hui des questions fondamentales à la philosophie et apparaît comme un problème incontournable de l'histoire de la philosophie et de la science. La philosophie et la science ont donné plusieurs réponses et leur discours sur Descartes entre biographie intellectuelle et histoire de la pensée s'ouvre souvent sur une méditation plus générale touchant les racines mêmes et les caractères de la modernité. Ainsi, la critique de la raison cartésienne ne se configure pas seulement comme une critique par la raison, mais se donne souvent aussi comme une critique de la raison moderne, comme une enquête sur ses généalogies et une analyse sur ses valeurs. De la sorte, si Étienne Gilson arrivait à admettre que l'ordre de la physique et celui de la métaphysique sont indissociables dans la pensée cartésienne, Léon Brunswick était tranchant. Descartes est l'incarnation philosophique de la conversion à la science de la raison contemporaine dans cette projection vers un idéalisme d'inspiration mathématique qui s'est gardé toutefois une profonde solidarité avec le scepticisme et l'ironie agnostique de Montaigne. Interprète de l'esprit de la technique comme une théorie de machine, selon Canguilhem, pour Ferdinand Pinquier, il est au contraire l'auteur de la découverte métaphysique de l'homme, comme pouvoir de dépasser l'objet vers l'être et comme signe de l'être dans ce monde. Théoricien inoxydable d'un rationalisme puissant et fondateur, selon Martial Guéroult, on a déjà vu, pour Alexandre Coiré, il est l'auteur d'une physique mathématique qui marque la victoire décisive de l'homme moderne sur le monde clos de la tradition.
Pour Norman Kemp Smith, il est un pionnier de la pensée dans tous les champs du savoir, l'ancêtre du réalisme contemporain dans une forme subjectiviste et l'auteur d'une cosmologie spéculative que Newton transformera dans un système scientifique utilisant des procédures cartésiennes. Pour Cassirer, il est le responsable de la ruine du réalisme ancien et de la conversion de la pensée vers des perspectives déjà critiques. Le premier acteur de la révolution copernicienne opérée par Kant en vertu du nouveau statut assigné à la raison. Réaliste et rationaliste, mais d'un rationalisme qui tient plutôt de la réception passive par l'intelligence que d'une activité constituante de l'esprit, Descartes est pour Jean Laporte, j'adore Jean Laporte, l'interprète de l'expérience pure d'une raison qui perçoit, au-delà de la théorie, mais son texte, le rationalisme de Descartes. L'interprète d'une expérience pure d'une raison qui perçoit le réel dans l'évidence de ses idées et y adhère par sa volonté, mais qui, dans ses effets spéculatifs et pratiques, sait aussi se découvrir comme une créature finie et accueillir les surnaturels d'un Dieu tout-puissant et sans mesure, et sans commune mesure avec la nature humaine. Sommes-nous si loin de Pascal et de Hume, se demandait Laporte. Fondateur d'un dogmatisme restreint qui a sa source dans la règle de l'évidence, Descartes est pour Yvon Bellaval un des protagonistes avec Leibniz du siècle de la méthode et le théoricien d'un idéal mathématique ancré à un fondement métaphysique qui soutient et le fonde. Descartes n'est-il pas si loin de Leibniz, se demandait Bellaval. Auteur clair mais penseur complexe, en raison de ces diverses sources historiques de sa pensée et de ses décisions théoriques, philosophe de l'invention plutôt que de l'imitation, depuis toujours Descartes incite ses interprètes à dessiner l'arbre généalogique possible de sa pensée, malgré ses dénégations réitérées de toute influence subie et son désaveu de ceux qui se sont prétendus ses héritiers. Lui, qui dès les règles prétend se libérer du serment qui nous liait à la parole du maître, et dans les discours de la méthode, n'hésite pas à mettre en garde les lecteurs des cartésiens abusifs. Hegel, acceptant et répandant cette image d'une philosophie hors histoire, le fait le héros de la pensée, un héros qui recommence l'entreprise philosophique après 1000 ans de silence. Louis Liard, interprète attentif au risque conceptuel de l'autofondation, juge au contraire que Descartes, à la fois savant et philosophe, malgré sa rupture avec son passé, reste pourtant l'héritier direct de ce passé qu'il répudie, dans l'idée qu'il entretienne d'une philosophie comme système total du savoir. Pour Étienne Gisson, il est en effet l'interprète original de la grande tradition scolastique. Pour Jean-François Courtine, un des derniers scolastiques. Pour Roger Heriot, un intellectuel attentif et intéressé à la doctrine des jésuites. Pour André Robinet, il est un penseur de granit, inspiré, j'aime cette définition dégotienne, même si à mon avis Descartes n'est pas un penseur de gré, inspiré par une logique de l'ordre, père et fils à la fois d'un siècle logique. Pour Pierre-Alain Canet, Descartes, traditionnellement enrôlé dans la tradition classique, participe à l'époque baroque en raison de ses thématiques et de son écriture. Pour Eugenio Garin et Paolo Rossi, en Italie, il est l'héritier, peut-être le dernier héritier de la Renaissance, l'architecte d'un des plus fastueux édifices baroques d'encyclopédie. Mais pour Henri Gouillet, le jeune Descartes, au contraire, est la conscience vivante et lucide
de la réaction contre l'esprit de la Renaissance, au moment même où il échappe au Moyen-Âge. Terre, pour le navigateur fatigué après le long périple amer décrit dans les leçons de Hegel, les philosophes ont continué à considérer Descartes comme un auteur fondamental et prolongent encore aujourd'hui avec lui un dialogue à la fois source d'inspiration pour les différentes théories contemporaines et interlocuteur privilégié pour de nouveaux savoirs, mais aussi une référence critique incontournable. Ainsi, pour Henrik Bergson, Descartes et Pascal sont les deux initiateurs en tout cas les grands représentants des deux formes ou méthodes de pensée entre lesquelles se partage l'esprit moderne, philosophie de la raison pure et philosophie de l'intuition ou du cœur. Ainsi, selon Husserl, Descartes est à l'origine de toute philosophie véritablement scientifique, l'évidence absolue de l'ego cogito, expérience inaugurale, il n'a jamais dit ego cogito, expérience inaugurale de la métaphysique cartésienne, fournit en fait une sphère ontologique pure à l'intérieur de laquelle la phénoménologie peut se développer comme un type nouveau de philosophie transcendantale qu'on pourrait presque appeler un néo-kantisme. Et d'ailleurs, Heidegger n'avait-il pas attaqué l'égologie de Husserl justement à travers la figure de Descartes, le philosophe auquel il reconnaissait le rôle de fondateur de la subjectivité moderne, mais auquel il attribuait aussi la responsabilité originaire de la condition actuelle de l'abandon de l'être. Philosophe emblème de la légitimité de la modernité après les vieilles laborieuses de la pensée qui se cherche dans la critique du passé et s'y retrouve dans l'auto-affirmation originaire de la liberté de l'esprit, Descartes se donne aussi comme un mythe à reviser dans ses doctrines particulières. Aussi pour Sartre, Descartes s'impose-t-il comme le théoricien de l'autonomie de la pensée dans son indépendance plénière et comme le premier interprète de l'acte métaphysique absolu par lequel l'homme affirme sa responsabilité face au vrai, mais aussi comme les savants dogmatiques et les bons chrétiens qui restent enfermés dans l'idée d'une fausse liberté, théoricien de la création de la vérité et prisonnier du primat de la connaissance, il a manqué, écrit Sartre dans ce livre, La liberté cartésienne, un livre que j'aime beaucoup, dans lequel il avait même publié des lettres à Mézières, justement des lettres à Morel, justement sur la création de vérité éternelle. Il a manqué, écrit Sartre, de concevoir la négativité comme productrice. Ainsi, pour Gaston Bachelard, le nouvel esprit scientifique exige pour l'époque contemporaine une épistémologie non cartésienne qui puisse valoriser la complexité et la complémentarité des notions scientifiques à rebours du mythe du simple et du facile, et qui, se libérant de l'idole de l'évidence, arrive à suivre plutôt les approximations successives de l'expérience. Ainsi, pour Rorty, Descartes a-t-il joué un rôle fondamental dans l'évolution de la philosophie, l'invention toute cartésienne de la notion d'espace intérieur, unique, a détourné la philosophie de l'ontologie antique et l'a recentrée sur la théorie de la connaissance, mais en se tenant au croisement de la tradition pragmatiste et de la post-modernité, Rorty prive la voie cartésienne, comme la voie kantienne d'ailleurs, du privilège de valoir comme vérité éternelle et la réinscrit dans la perspective d'une évolution de la pensée qui oppose à la philosophie classique la demande radicale d'un anti-fondationalisme et les requêtes nouvelles d'un anti-représentationalisme. Dans cette multitude de questions et d'interprétations de tout le Descartes possible et plausible, selon la formule de
Paul Valéry. Et face à la demande, peut-être sa réponse d'un Descartes authentique, que Martial Guéroul avait cherché encore en 1954, nous préférons enfin l'interrogation prudente qu'Henri Gouillet avait avancée, un historien de la philosophie. Qu'est-ce que Descartes? Merci de votre attention et de votre patience.